Hey, et si je t'interviewais? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une psychologue. C'est un métier connu mais des fois méconnu. Donc elle va nous parler de son parcours, de son quotidien et surtout de son expérience. Salut Noura, comment tu vas? Salut Marois, ça va et toi? Je vais bien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Noura? Je suis une jeune Comorienne, j'ai bientôt 26 ans. Je suis diplômée de psychologie interculturelle. Je suis originaire de Marseille aussi. J'ai voyagé un petit peu à La Réunion. Enfin, j'y ai vécu même. Et actuellement, je suis sur Toulouse et voire sur Paris puisque je remplace une collègue à moi durant tout l'été. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Quel parcours t'as fait pour devenir psychologue? Pour devenir psychologue, il faut faire un parcours général pour pouvoir après rentrer facilement, on va dire, à la fac. Après, je dis général, mais en vrai, on peut aussi faire du pro. Mais souvent, c'est conseillé d'avoir un bac général, étant donné la quantité de connaissances qu'il faut avoir, mine de rien, en maths. Ah ouais? Ouais. En psychologie, En psychologie, ouais. Il y a beaucoup de matières, en tout cas les premières années, en statistiques. Beaucoup de philo aussi, donc voilà, okay. je sais qu'il y a des filières où les élèves ne sont pas forcément aptes, enfin en tout cas on les donne pas ces matières-là. D'accord. Donc ouais, c'est une licence plus un master. Et en L3 donc il y a une spécialisation pour pouvoir donc rentrer au master que tu souhaites et c'est sur candidature. D'accord. Et tout ça, ça fait un bac plus 5? C'est ça. D'accord. Et dès que tu as fini ton master, est-ce que tu as directement travaillé ou qu'est-ce que tu as fait après? Alors pour ma part, j'étais déjà en association depuis ma L3 jusqu'à la fin de mon parcours universitaire. Et j'ai donc été psychologue bénévole pendant à peu près 3 ans. Et à côté de ça, j'étais aussi des jobs étudiants. Ok. Mais ça m'a beaucoup, je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc ça a varié un peu le contact avec qui le contact avec le public, si je puis dire, et voilà, c'était instructif. Et là, ça fait combien de temps que t'es diplômée, que t'es en tant que psychologue? Je suis fraîchement diplômée. D'accord, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir fait ça tout le temps au final parce qu'on a fait beaucoup de stages aussi durant ma formation, surtout en master et en plus de mon bénévolat, donc j'avais l'impression d'être déjà, c'est prétentieux, mais en tout cas j'ai toujours été dedans. Mais je suis diplômée depuis septembre 2025. D'accord, ok, ça fait 1 an bientôt, le mois, dans 2 mois ça fait 1 an. C'est vrai. Trop bien. Et comment ça se fait que tu as choisi ce domaine-là? À quel moment tu t'es dit j'aimerais bien être psychologue? Bon, c'est un parcours assez, c'est un cheminement, si je puis dire. Depuis l'enfance, il y a quelque chose qui m'animait en tout cas. D'accord. Je me souviens avoir dit à un de mes proches que je souhaitais être docteur pour écouter. Ok. Il y avait déjà quelque chose. Ouais, grave. Une petite étincelle en moi et au fur et à mesure, je pense que le parcours de vie aussi explique le pourquoi en fait tu choisis certains chemins et pas d'autres. Et donc en tant que psychologue, il y a différentes spécialités. Toi, tu es spécialisée dans quelle comme je t'ai dit, l'interculturel. D'accord. Après, c'est méconnu parce que c'est pas forcément une spécialisation phare. En psychologie, il y a deux grandes catégories. Ouais, ok. On parle de clinique, c'est vraiment la psycho avec une personne en particulier, et la psychosociale. Et là, on parle de la personne dans son environnement, soit de travail, soit familial ou autre. Et pour le coup, interculturel, c'est un mélange des deux, si je peux pour être un peu plus facile, pour employer des mots un peu plus faciles. Donc ouais, c'est un mélange de psychoclinique et social. Donc c'est l'individu tout seul, mais en même temps dans son environnement, et particulièrement dans son environnement aussi d'origine. Puisqu'on parle de culture ethnique. D'accord. Mais après, il y a aussi culture professionnelle, culture aussi générationnelle quand il s'agit de parler d'âge, etc. Ouais, c'est assez complexe. Ouais, c'est dur, non? C'est dur à expliquer. À expliquer, mais à exercer, ça va? À exercer, non, je trouve que ça me colle
bien, ça D'accord. colle bien à moi, enfin à ma personnalité, je veux dire. La Noura aussi personnelle, je m'y retrouve. D'accord. D'accord. Et à quoi consiste une journée type en tant que psychologue? Donc le matin, vous vous réveillez, vous faites quoi? Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être en libéral. D'accord. Pour le coup, je me réveille, je check beaucoup mes mails. Par contre, Ah oui. beaucoup d'administratifs dans un premier temps. Je choisis de prendre mes patients, en tout cas sur Toulouse, entre 11 heures et voire 20 heures. Waouh. Ok. Ouais, surtout l'été, puisque beaucoup ont des emplois du temps variés. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir les faciliter aussi. Du coup, entre séances, beaucoup de relâcher prise, parce qu'on entend beaucoup de choses assez conséquentes, lourdes. Il faut aussi savoir penser à soi. Entre deux, après, j'essaie aussi de me caler des grandes pauses pour pouvoir manger. Après les séances, je me mets beaucoup, enfin en tout cas, je me force à couper court. Ah d'accord. Je suis assez passionnée de sport. Ah bien. Du coup, je prends aussi un temps pour évacuer un peu toute, bon, je dirais pas frustration, mais toutes ces histoires lourdes et ces réflexions humaines. C'est enrichissant, mais bon, il faut pouvoir décompresser aussi. Et toi, tu rencontres quel type de public? Quel type de public te contacte, etc. pour prendre des rendez-vous? Intéressant. Je suis une jeune psy encore, donc je suis en train de me faire ma place. En tout cas, pour le moment, les personnes que je rencontre, c'est des personnes pays noires, enfin comme moi, ou bien d'originaire d'Afrique, majoritairement. J'ai un patient du coup qui vit sur Paris, qui a grandi sur Paris, mais la plupart, voilà, ils sont français mais d'origine. D'accord. Et je trouve ça intéressant parce que c'était le type de public que je souhaitais toucher en premier lieu. Et toi, quelles sont tes missions principales? Ah, intéressant. Un psychologue, dans la globalité, on pense à écouter. Oui. Mais l'écoute, c'est beaucoup de choses. Ça implique une certaine réflexion en même temps. Il y a l'écoute, mais il y a aussi la présence. L'idée d'être là à un moment donné pour une personne qui est en souffrance psychique. L'idée aussi, c'est d'accompagner la réflexion de cette personne, l'introspection en tout cas de cette personne. Et de pouvoir l'aider au mieux à y voir plus clair. Et ça nécessite beaucoup de paramètres, de mécanismes, en tout cas de techniques. D'accord. Parce que le fait d'hocher la tête, c'est pas en tout cas moi c'est pas la psy auquel je m'y retrouve pas moi dans ce schéma-là, et je le dis souvent aux personnes que je rencontre, enfin, à mes patients. J'aime pas non plus ce terme, mais pour aller vite, je dis souvent à mes patients que je suis une psy qui parle, du coup, qui est dans l'interaction. Donc, ça va être compliqué de hocher la tête pendant 1 heure. Et finalement, c'est ce qu'ils recherchent la plupart. Que psy comme ça. On est trop sans compte. Je ne critique pas les personnes qui hochent la tête. Chacun a son style. Chacun a son style. Et est-ce que les psychologues travaillent seuls ou généralement en équipe? Comment ça se passe? En institution, du coup, quand tu travailles en entreprise ou autre, ou à l'hôpital, oui, tu travailles en équipe et c'est toujours plus enrichissant. Et oui, du coup, il y a un corps médical avec un projet, comme on dit, un projet institutionnel. Donc, une manière d'accompagner le patient. Et donc, c'est complémentaire. L'infirmier, il aura un apport différent que le médecin, etc. Et en fait, on est tous là pour soigner. Et chacun a une vision du patient selon sa spécialité. Et donc oui, le psy, il est très écouté. En tout cas, durant mon stage, moi, en hôpital psychiatrique, la psychologue était en plus référente d'unité, donc chef d'équipe pour aller plus vite. Et oui, son apport était très important puisque psychiatrie, donc il y a l'apport en plus des médicaments, il y a l'apport psychologique aussi à prendre en compte. Et oui, donc en institution, comme on dit, il travaille en équipe, même tout seul en réalité. D'accord. Puisque des fois, il est amené aussi à accompagner des personnes, du coup, avec des troubles psychiatriques.
et donc à être mise en contact par des médecins, des psychiatres et autres aussi. Hein. Il y a des diététiciennes aussi quand il s'agit de troubles du comportement alimentaire. Alors, tu nous as dit que tu as fait un stage dans la psychiatrie. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents lieux où on peut trouver un psychologue? Ah bah c'est Partout. Il y a des lieux, en fait j'ai envie de dire partout, puisque dernièrement j'ai fait mon stage de fin d'études à l'aéroport de Comores. Ouais. Ok. Mais du coup c'était en tant que psy du travail. D'accord. Et il y avait un contexte de changement organisationnel, donc de changement de direction. C'est du coup une entreprise externe, qui reprenait les rênes un petit peu de l'aéroport. Bon, pas totalement. Et en fait, ce changement-là, moi, j'avais envie de pouvoir l'observer de plus près et voir comment en fait les salariés encaissaient le coup, quoi. D'accord. En plus avec la précarité, etc. Enfin, les Comores, c'est pas c'est un pays en voie de développement, et donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et oui, ouais, en association, du coup, on peut faire des stages en hôpital, c'est le plus classique. Des stages en cabinet aussi. Okay. Vous êtes dans des écoles ou pas? Aussi, ouais. D'accord, ok, oui. On est beaucoup dans des écoles, mais ouais, il y a une spécialisation, ça. Du coup, il y a des masters pour chaque domaine d'activité à peu près. D'accord, ok. Oui, en asso, en école, en EHPAD. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Ouais, en EHPAD, du coup en entreprise, comme à l'aéroport. Et toi, ton expérience, t'as déjà exercé où, dans quel secteur? Donc, tu nous as parlé de l'aéroport, tu nous as parlé de l'association, de l'hôpital psy. Ouais. J'étais aussi, j'ai toujours été en association en réalité. Parce qu'en L3 aussi, j'ai fait mon stage en association. Après, à côté de ça, j'ai connu les EHPAD, mais pas en tant que psy. Ah, ok. Mais ça m'a beaucoup marqué. Après, il y avait une psy aussi attitrée dans l'établissement. Mais j'ai été sensible en tout cas au public. Ah, aux personnes âgées. Ouais, aux personnes âgées. Après, j'aurais pas la prétention de dire que je connais des PAD, mais en tout cas, c'était une première approche. Du coup, après en cabinet, pour le coup. Après, oui, là où j'exerçais, c'était pas forcément en tant que psy, mais il y a toujours ce côté psy qui ressortait, notamment c'était aux Comores, dans une agence, un cabinet d'architecture. D'accord. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. C'était mon ancien patron. Coucou. Et même toutes les personnes qui ont pu croiser ma route professionnellement, c'est une petite dédicace en réalité, mais un grand merci et une reconnaissance pour le coup. Mais ouais, j'ai exercé du coup en cabinet d'architecture, et là aussi très pro, ce côté très organisationnel, très administratif. En même temps, il y avait beaucoup de psycho un peu, puisque je dis beaucoup, mais un apport psy, puisque au sein de l'équipe, il fallait manager. D'accord. Okay. Après, oui, j'ai connu le commerce. Ok. Et donc, ouais, l'idée d'accueillir le client, bonjour, au revoir, d'orienter. Ouais, le contact avec le client, le service clientèle, ça reste. Pour ma part, j'ai beaucoup utilisé la psycho. Et même entre nous en équipe, quand il fallait gérer des conflits ou gestion du stress, il y a beaucoup de compétences transversales. Tout à l'heure, tu nous as dit, en EHPAD, ça t'a plutôt marqué. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience, une anecdote qui t'a marqué, que ce soit positivement ou négativement en tant que psychologue? Alors du coup, j'étais pas psy en EHPAD, mais c'est vrai que j'ai été touchée par la vulnérabilité du public. Mine de rien, on parle de soins palliatifs, c'est les soins en fin de vie, et beaucoup étaient dans ça. Et ça m'a rappelé un peu mon histoire, mes convictions aussi religieuses, et voire plus quoi. Enfin, l'être humain reste, on est des êtres complexes mais faibles aussi quelque part, puisqu'on, j'aime pas ce terme régresser, mais en tout cas on tend à perdre quelque chose de cette vivacité qu'on a quand on est jeune et que tout, ça l'est plus étant vieux.
Et c'était très touchant, très très touchant. Et il y a eu aussi les fois où les parents, pas les parents du coup, les enfants de ses parents, parce que c'était majoritairement des parents âgés, etc., ou malades. Et leurs enfants venaient leur rendre visite avec les petits-enfants, des fois les arrière-petits-enfants. Je trouvais ça aussi touchant. Quoi d'autre? Et puis, quand j'ai annoncé mon départ, du coup, ils étaient assez tristes, si je puis dire. En tout cas, nostalgiques. Et je l'ai été aussi. Et ça prouve que ma présence a eu un impact, en tout cas, dans l'équipe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu trouves difficile dans le domaine de psychologie? En psycho, ce qui est difficile, c'est d'écouter la misère humaine, finalement. Ouais, c'est vrai. Parce que chaque personne a un parcours de vie différent. Moi, ce qui était difficile au début, c'est de me dire, en fait, je suis là, mais je fais rien. Et c'est vrai que cette posture, j'ai mis du temps à l'accepter. Et au final, j'apprends en tout cas à l'accepter parce que des fois, c'est dur. C'est ce sentiment, en tout cas, de pas être opérationnel, entre guillemets, de pas être dans l'action. Et pourtant, on l'est. Quand j'entends des patients qui m'envoient des messages après certaines séances, je les vois plus et je suis contente parce que je me dis il y a quelque chose qui se travaille en eux, ou peut-être qu'ils ont peut-être pas envie aussi, hein, mais généralement c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé et qui me disent je me sens vraiment mieux qu'au début. D'accord, ok, oui. Oui, il y a quelque chose de gratifiant. C'est vrai. Malgré la difficulté, bien sûr. Ben oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu apprécies? C'est un peu ça, hein, ce que tu viens de dire, un peu quand même, que tu trouves que c'est quelque chose de gratifiant, qui reviennent, déjà qui ne viennent plus. Déjà, ça veut dire que c'est vous, ils n'ont plus vraiment besoin de ce suivi-là, parce qu'ils vont mieux. Et que, en plus, surtout, ils reprennent contact avec toi plus ou moins pour te dire, c'est plutôt pas mal. Donc, je crois que là, je réponds moi-même à la question. Ou après, tu veux la compléter. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette profession, c'est l'idée de pouvoir rester de marbre, et ses prétentions, encore une fois, parce que je reste humaine et j'ai mes propres sensibilités, mes combats aussi, donc des fois j'en entends des vertes et des pas mûres, mais c'est cette capacité à rester patient, moi en tant que psy, et d'être là, d'écouter, même si ça fait mal, parce que je reste quand même un être humain, mais pour dire c'est pas tout le monde en fait au final qui peut expérimenter ça, et en même temps je trouve ça fascinant parce que quelque part je dirais pas robotisé, mais c'est le terme qui me vient à l'esprit. En tout cas, on essaie d'être le miroir de l'autre, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont belles, hein, mais ça en fait partie, d'être le miroir de quelqu'un l'espace d'un instant, qui puisse ne pas se sentir jugé. Juste à ce moment-là, c'est hyper, c'est gratifiant pour la personne, et pour nous en tant que psy, c'est qu'on peut en fait aider quelqu'un à voir autrement, sans le juger, et dans un monde où tout va vite en plus, de prendre le temps de réfléchir, et la rencontre aussi. C'est ce qui me venait aussi à l'esprit, la rencontre. J'apprécie en tout cas ce contact. Tout le monde a un truc différent à apporter, malgré les origines que je vois. Je me dis c'est bon, c'est pareil, c'est jamais pareil. C'est pas du tout pareil. Il faut pas dire ça non plus en tant que psy. Chacun est unique. Oui. Justement, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, quelles sont les qualités, indispensables à avoir en tant que psychologue? Indispensable. Être à l'écoute. Être à l'écoute, logique, oui. Après, c'est des qualités, c'est des stéréotypes, je dirais. Ah, ok. Mais je pense qu'il faut être animé par ce qu'on fait, et pour être animé, je pense qu'il y a une certaine authenticité à avoir, ne pas avoir peur, c'est authentique du coup, être à l'écoute, ça s'apprend, hein, il y en a beaucoup qui au début de la formation avaient du mal, en tout cas, à rester patient, et après, à l'issue de la formation, j'ai limite l'impression qu'ils écoutent mieux que moi. Ah, ok, bien. Et en fait, oui, c'est rester curieux,
Après, j'ai envie de dire ouvert, mais ça aussi, c'est bateau. Il y a des sujets, on peut pas forcément rester ouvert, mais en tout cas, rester curieux, ouais, et rester soi-même. Et est-ce que, parce que je suis curieuse de savoir, et après je sais pas si tu peux y répondre ou pas, est-ce que tu peux nous dire quelques exemples que tu rencontres lors de tes séances, quelques témoignages? Par exemple, ils viennent te voir pour quelle problématique? En réalité, si on veut faire simple, c'est parce ils s'y retrouvent pas, en général. Donc, une quête d'identité. La plupart aussi troubles anxieux, stress post-traumatique aussi. Donc, beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas, des traumas sexuels du coup, des traumas relationnels, D'accord. des traumas relationnels beaucoup. Quoi d'autre? Des TOC, Ok. des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, troubles dépressifs, j'en ai eu une, mais d'ailleurs je repense à elle, mais ouais, j'en ai eu qu'une. Les quêtes identitaires, par contre, il y en a beaucoup, puisque souvent c'est des personnes, c'est des jeunes femmes musulmanes, et donc ils s'y retrouvent pas forcément entre leur culture d'origine, donc jeunes femmes avec double culture, qui s'y retrouvent pas du coup entre leur culture, leur lieu de naissance qui est la France, enfin leur pays en fait, qui est la France, et la religion du coup, ouais, quête de sens, et j'en ai eu quelques-uns pour des problématiques liées au travail, enfin rencontrées en tout cas au travail. D'accord. Et par rapport à toutes ces émotions que tu reçois, comment tu fais une fois arrivé chez toi pour évacuer tout ça, pour pas garder tout ça en toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous as parlé de sport, mais hormis ça, est-ce que tu fais autre chose? Je sais pas, tu du coloriage, je sais pas. Comment tu fais pour évacuer tout ce que tu reçois, quoi? Bon, on met beaucoup au créateur. Et après, bon, voilà, je vais pas étaler aussi ce que je fais, Oui. mais je suis convaincue que je le fais pas pour rien. Donc ouais, je m'en mets beaucoup à la spiritualité. D'accord. Et en plus du sport. Après, j'aime beaucoup passer du temps avec moi, un peu bateau aussi. Non, c'est important. Mais c'est important, mais en même temps, c'est des choses qu'on a rendues banales, du moins pas forcément à la mode entre guillemets. Et ça peut paraître fou, surtout quand tu vis avec une communauté, en tout cas tu vis en groupe. Et pourtant, c'est, oui, comme tu dis, c'est c'est essentiel même. Donc, ouais, passer beaucoup de temps avec moi, ne serait-ce que me promener ou faire quelque chose que j'aime. Notamment regarder des podcasts en me coiffant, en cuisinant. C'est un truc que je kiffe. Je peux passer tout l'après-midi à faire ça. Ouais, clairement. Et j'ai beaucoup de journaling aussi. J'écris beaucoup sur moi, sur ce que je ressens. Ouais, vraiment le stéréotype d'une psy, quoi. Elle passe son temps avec elle-même. Ouais, grave. Se cultiver. Bah, c'est normal parce que vous passez votre temps avec les autres, en fait, à écouter les autres. Et en fait, vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous. Ouais. Et c'est normal parce que c'est vrai que là, tu parles beaucoup de moi à moi, mais c'est logique parce que tu es toujours là pour les autres, vous nous écoutez, etc. Mais vous avez besoin de ce moment-là pour vous. C'est intéressant que tu le vois aussi. Bah oui, mais grave. Là, on va rentrer un petit peu dans les idées reçues. Ouais. Beaucoup de personnes pensent que consulter une psychologue, c'est parce qu'on est fou. Vrai ou faux? Dis-nous en plus. J'ai envie de dire vrai et faux, mais c'est facile, quoi. Y a pas que ça. Et puis non, tous les gens qui consultent ne sont pas fous, s'il vous plaît. Bon, peut-être qu'il y en a qui essaient. En fait, fou, faut voir ce que tu mets derrière. Mais je comprends. Hein. Après, quand les gens disent oui, bah t'es fou, t'es folle. C'est un peu ce qu'on nous vend aussi un peu à travers les médias, les réseaux sociaux. Mais en général, non, c'est juste des personnes qui ont besoin d'aide à un certain moment. Faut le voir comme j'aime pas non plus ce terme, mais pour imager, c'est comme si un moment de ta vie, t'avais une entorse et t'as besoin de béquilles. Oui, tout simplement, ou d'un plâtre. D'accord. Et voilà quoi. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre un psychologue, psychiatre et psychothérapeute? Alors, le psychologue, c'est une personne habilitée à pouvoir exercer. Donc, il y a un titre. Et à exercer donc en institution. Psychothérapeute, il est obligatoirement psychologue.
Il est obligatoirement psychologue puisqu'il y a de la psychologie. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament psychothérapeutes et c'est vrai qu'il faut faire attention. Il est obligatoirement psy, du coup, et il a une habilité à exercer en cabinet. D'accord. Parce qu'il a, du coup, des outils techniques pour pouvoir suivre des patients, avec des patients, du coup, qui ont certaines problématiques en fonction de ces outils. Ok. Et le psychiatre, du coup, c'est un médecin parce qu'ils font des études de médecine. Ils se spécialisent en psychiatrie. Et eux, ils sont habilités, donc du coup, ils ont une formation et un diplôme, et ils sont habilités à donner des médicaments. Contrairement au psychologue qui ne fait que traiter par, on dit la parole, mais il n'y a pas de médicaments, de traitement, en tout cas médicamenteux comme en psychiatrie. Et est-ce que un psychologue peut orienter vers un psychiatre ou pas forcément? Oui. Ah, ok. La majeure partie, oui. Quand justement ça dépasse son champ d'intervention, il se doit en tout cas d'orienter au mieux son patient pour pouvoir, pour qu'il puisse avoir les soins nécessaires. Et la plupart, comme les troubles psychiatriques, qui nécessitent donc des traitements médicamenteux, oui, ils sont orientés vers un psychiatre. Tout à l'heure, il y a un instant, tu nous as dit, oui, vous répondez, vous guérissez par la parole. Qu'est-ce que vous apportez à vos patients? Par exemple, là, moi, je vais venir te raconter ma vie, mais un trauma. Et qu'est-ce que tu vas m'apporter? Une réponse, une clarté? Quoi? C'est intéressant. Beaucoup attendent quelque chose de concret. Et c'est là où est la difficulté. Je vois beaucoup de choses en plus passer sur les réseaux du style c'était TDAH, pardon pour mon langage familier, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que ça nécessite du temps. Quand on parle de thérapie, c'est déjà sur la longueur. Un traitement justement médicamenteux, il va pas faire effet d'un coup. Il y a des moments d'ailleurs précis à prendre le traitement. Il y a de quoi faire aussi pour aider le corps à aller mieux. C'est, on va dire, similaire. D'accord. Pour imager. Du coup, qu'est-ce que je peux apporter? À l'instant T, rien que ma neutralité, comme je disais au début, l'idée que je te juge pas et que je te prends en tant que personne avant que tu sois marois, jeune comorienne, noire, voilée, française, etc., etc., etc. Donc déjà, rien que ça, il y a quelque chose aussi qui se déconstruit. Le cerveau aussi, il a besoin d'adaptation. Donc, qui dit adaptation, dit temps. Sur le moment, ça va être surprenant, voire interrogatoire. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de surprises, beaucoup de refoulements aussi. On tend des fois à lâcher. J'en ai connu plein qui viennent une fois et qui reviennent plus, et c'est ok. Mais du coup, c'est là où ça travaille en fait au final. L'idée que tu te sens bousculé, qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, c'est là où ça travaille. Donc, qu'est-ce que je peux apporter en tant que psy? La présence, l'écoute. J'insiste sur l'écoute parce que l'écoute, ça nécessite encore une fois une réflexion énorme. Tout ce que la personne apporte, c'est grâce à ça que le psy après rebondit. Et puis après, il y a cette idée de voir la chose autrement, voir ton problème autrement, qui n'est pas forcément facile au début. Et justement, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je le dis parce que je suis aussi patiente. Je vois aussi une psy finalement. Et de le vivre en fait, ouais, c'est hyper intéressant parce que donc on est mieux adepte à parler de ce qui se passe aux patients qui nous demandent alors tu vas faire quoi, qu'est-ce que tu vas m'apporter, quels conseils tu peux me donner. Et finalement oui, c'est pas des conseils, ça vient en fait on rebondit sur des choses que tu peux pas forcément voir toute seule entre guillemets. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le déroulement d'une séance? Comment ça se passe quand on va voir un psy? Comment ça se passe? Donc, je m'assois, je parle. Le psy, comme tu as dit, hoche la tête, ou ça fait je sais pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ou souvent, il y a de l'interaction, ça se passe comment? Je vais parler pour moi. Ouais. Je prends beaucoup de temps d'abord à comprendre la demande avant de rencontrer la personne. D'accord. Après, peut-être c'est ma posture de junior qui fait que. mais en tout cas, oui, je prends beaucoup le temps de décortiquer et pour que je puisse aussi me situer et voir si je
si je suis en capacité d'accompagner la personne, arrive à la séance, je mets à l'aise. Là, en cabinet, par exemple, je propose à boire au vu de la chaleur. Enfin, après, chacun fait comme il le sent, mais voilà, je prends ce temps-là de baisser un peu la tension, quoi. Ensuite, je prends le temps en tout cas de me présenter et de poser le cadre, comme on dit dans le jargon, parce que c'est important qu'il sache où il met les pieds, avec qui, comment on va pouvoir procéder aux séances. Donc tout ça, je le pose en premier et je le laisse après me raconter un peu le contexte de sa demande, le pourquoi. Et par la suite, c'est vrai que j'ai pas on va dire, de fil type. Ok. Une fois le cadre posé, et go, quoi. Tu vas où le vent te mène. Et je trouve l'idée appréciable parce que y a cette idée que c'est le patient qui apporte, donc c'est le patient qui dirige. Et je le mets toujours en avant aussi dans mon cadre. On est deux, parce que avec ce que tu m'apportes, je pose des questions. Mais en même temps, c'est la personne aussi qui, si elle a pas envie de parler d'autre chose ou qu'elle a envie de mettre fin à la séance, elle peut. D'accord. Quoi d'autre? Oui, je suis interactive, du coup, je pose beaucoup de questions, mais j'émets beaucoup d'hypothèses aussi pour pousser encore une fois la réflexion et qu'ils se sentent pas aussi tout seul à faire un monologue. C'est pas cool. Dans 45 minutes à parler comme ça. C'est clair. Et comment je mets fin à la séance aussi, c'est intéressant parce que beaucoup s'y sentent bien. Ok. Et donc, ils n'ont pas forcément la notion du temps, donc ont envie de déballer un peu tout ce qu'ils ont sur le cœur, ce qui est compréhensif. Mais il faut savoir aussi tenir ce cadre que j'ai posé au début, comme toi, comme tu m'interviews, tu m'as expliqué machin. Donc, voilà, je fais un petit rappel qu'il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter, qu'est-ce qu'il aurait aimé dire pour la prochaine séance, ou qu'est-ce qu'il aurait aimé faire aussi pour la prochaine séance. Beaucoup aiment bien les petits exos. Parce que ça les met, mais c'est bien entre séances, ça les met au travail. Et puis c'est nouveau, il y a quelque chose de nouveau aussi dans le fait de réfléchir, etc. Ça fait peur, mais ça anime quelques-uns. Tu nous as parlé de temps. Oui. D'ailleurs, une séance dure combien de temps à peu près? 45 minutes, 30 minutes, 1 heure? De 45 minutes à 60. D'accord, ok. Minimum 45 minutes. Il y en a qui font 30 minutes. Ça, c'est parce que quand tu es en institution, du coup, tu as des règles à respecter. Et, finalement, tu peux pas aller à 1 heure chaque patient. D'accord, oui, oui. Il y a des rendez-vous. Enfin, il y a des réunions, par exemple, avec les équipes et tout. En cabinet aussi, tout dépend. Il y en a qui vont jusqu'à 2 heures parce que pour les bilans psychologiques, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a des tests aussi à faire passer. Enfin, voilà, tout dépend de la demande, je dirais. Mais en général, c'est de 45 minutes à 1 heure. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près le salaire d'un psychologue débutant, junior comme toi là, tout nouveau, et voilà, le salaire minimum à peu près, ou tout dépend. Après, je sais que tout dépend parce que toi t'es en libéral. Tu nous commandes un petit peu le salaire, on veut savoir. Tout dépend. Là, je gagne pas des milliers de cents non plus. Mais quand on débute, à peu près, voilà. Quand on débute, tout dépend en vrai de ta patientèle. Mais si je me réfère à des collègues bien en place, en libéral, tu peux aller jusqu'à 20K par an, voire plus, de 20 à 25K par an. Et est-ce que par mois, tu peux nous dire à peu près pour les jeunes qui connaissent pas à peu près? Alors, en libéral, du coup, comme je disais, ça dépend de la clientèle, de où tu es situé, etc. Donc, faut pas trop non plus se fier. D'accord. Mais si tu es en institution, du coup, tu commences à 1 200 en tant que jeune. Après, tu peux augmenter aussi si jamais on est pris en hôpital et c'est un hôpital reconnu, etc. Tout dépend aussi de l'institution. Mais on gagne pas non plus des milliers de cents en vérité. D'accord. Ça varie. On va dire de 1 200 à, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais à 3 000. D'accord. Ouais. Et quand tu dis 3 000, par exemple, j'ai 5 ans d'expérience, c'est ça ou... Oui, bien confirmé, voire plus. Plusieurs années d'expérience avec des expériences solides, etc. Solides, ouais.
la plupart, ceux qui ont exercé pour des ONG, par exemple, oui, ils peuvent commencer à 2 cas et continuer, quoi. D'accord, ouais, débuter à 1200 pour un bac plus 5. Ouais. Ouais. C'est le revers de la médaille. Ouais, mais grave. Bah écoute, ouais. Ben oui. Est-ce que là, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as des conseils à donner à un jeune qui souhaite devenir psychologue? De rester persévérant, de croire en soi, d'être, encore une fois, la curiosité. Moi, c'est ce qui, enfin, personnellement, et je sais que beaucoup de collègues aussi ont été dans le même cas que moi, sont restés curieux et n'ont pas lâché. Tu parlais aussi de passion, enfin, de hobby. Ben ouais, de combiner un peu ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours et la psycho. Et je trouve que c'est ce qui les a permis de tenir, parce que c'est, mine de rien, c'est un parcours assez conséquent. J'avais vu une étude qui classait du coup la psychologie après le droit comme l'une des études lourdes, en tout cas en France. Ah ouais, bah oui. Hein. Bah, c'est pas 5 ans seulement pour hocher la tête. Vraiment, il y a des stats, il y a les sciences aussi naturelles, bah, le corps, on revoit tout, tout ce qui se passe aussi dans le cerveau. Il y a beaucoup de neurosciences du coup, beaucoup de choses. En tout cas, il faut rester persévérant, savoir ce qu'on veut, donc croire en soi et la curiosité finalement. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a animée, et l'authenticité. Important Dans tout. Ouais, grave, dans tout. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à une personne qui hésite à venir consulter un psychologue? Ben, je dirais, pour ma part, moi aussi, j'ai beaucoup hésité, alors que c'est paradoxal, hein. Ben, j'y suis allée une fois. Après, c'est vrai qu'on trouve pas forcément le ou la psy qui nous correspond. Mais si on veut aller, il faut, enfin, je dis souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, donc let's go. D'accord. Et si jamais c'est pas le ou la psy qui te correspond, au moins tu auras vu que c'était pas le ou la psy qui te correspond. Voilà, carrément. Bah oui. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin à dire à nos auditeurs? Merci déjà pour l'écoute, d'être arrivé jusqu'au bout. Ouais, j'allais dire croire en ses rêves, mais voire plus en vrai, croire en soi, c'est important, parce que en réalité, personne ne le fait pour soi. Bien qu'on ait on a toujours des personnes bienveillantes autour de soi, qui croient aussi en nous, mais être son ou sa propre meilleure amie, c'est un truc, encore une fois, bateau. Voilà, c'est souvent mis dans les réseaux, mis en avant, mais c'est une réalité. Hein. Parce que, au final, si tu crois en toi, personne pourra te déconstruire tout ce que t'as pu faire pour toi, et c'est important. Go faire des dates solo. Ouais, aussi, ça fait partie. En tout cas, merci beaucoup à toi, Nora, de nous avoir partagé tout ça. Maintenant, on comprend mieux qu'est-ce que c'est un psychologue, on sait un peu plus, et j'espère, vous, les auditeurs, ça a pu répondre à vos questions, et on te souhaite bon courage sur Paris et pour la suite. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Voilà la fin de l'épisode. N'hésite pas à liker et à partager autour de toi.